Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Gilles Raveau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci Professeur beaucoup d'économie. pour l'invitation. Grand plaisir. À Paris 8, vous signez Petit manuel d'économie impertinente chez First Edition. Vous avez suivi un peu ce qu'on a raconté juste avant sur l'inflation? Oui, tout à fait. On n'a pas dit de sottises. Vous avez tout bon. Sauf. Alors, je vais juste faire mon prof, c'est qu'il y a plusieurs mesures de l'inflation. Il y a l'indice des prix à la consommation que vous avez cité. Les 1,8% Voilà, d'inflation en France. sur un an. Chiffre INSEE. Chiffre INSEE, mais il y a un autre chiffre INSEE qui est l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui est l'indice qui est utilisé dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. C'est Eurostat. Non, c'est produit nationalement, et ensuite, effectivement... Et l'inflation, elle est au-dessus. Ouais, Eurostat ne produit rien, Eurostat ne fait que collecter les statistiques on est à combien nationales. On est à 2. Voilà, on est à 2. Et d'ailleurs, l'INSEE elle-même dit bien que cet indice est meilleur, l'indice de l'IPCH, parce qu'il prend mieux en compte la baisse des remboursements des dépenses de santé. Et donc si on prend cet indice-là, eh bien effectivement... on est passé de 2,5, je crois qu'on était à 2,5 sur ce chiffre. Tout à fait, exactement, c'est ça. En mois de mai, on est passé à 2% d'inflation. Voilà. En France. Mais ce qui est gênant, comme vous l'avez très bien dit depuis 2022, c'est que comme cet indice, chaque année, est supérieur à l'indice des prix à la consommation, la chute du niveau de vie, notamment des gens qui travaillent, est encore plus importante que ce qui a été dit précédemment. Donc, voilà. On peut retourner ou pas vers une inflation à 1% en France, comme ce qu'on avait finalement au début d'année? Oui, mais ce n'est pas forcément souhaitable. Bon, évidemment, il faut rappeler que personne ne décide du niveau d'inflation. Ça résulte des décisions, des chocs énergétiques, géopolitiques, tout ce qu'on veut, des gains de productivité. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de prix qui baissent. Par exemple, l'essence, personne ne veut l'entendre, mais le prix réel de l'essence en heures de travail, c'est la moitié de ce qu'il était dans les années 70. Le prix de l'essence baisse, en fait, par rapport au salaire. Et une faible inflation, c'est souvent le signe d'une économie en faible croissance. Donc, ce n'est pas forcément souhaitable en tant que tel. Et donc, si on reste sur 1,8% d'inflation d'ici la fin de l'année, c'est un bon niveau d'inflation? Oui, je pense que c'est mieux que si c'était plus, effectivement. Et j'aime rappeler qu'on a quand même un gros problème dans notre pays de baisse du niveau de vie des agents de la fonction publique. Et donc là, les chiffres sont très clairs. Depuis 2022, donc l'inflation cumulée, c'est entre 13 et 14%. Et la hausse de ce qu'on appelle le point d'indice des fonctionnaires a été de 5%. Donc vous faites la différence, c'est-à-dire que les gardiens de la paix, les infirmières dans les hôpitaux publics, les enseignants ont perdu à peu près 8% de niveau de vie. Et les salariés du privé ces dernières années. Et eux, c'est plutôt 2 à 3%. De perte? De perte, voilà. Donc 8% dans le public et en gros 2% dans le privé. Évidemment, ça dépend de chacun, voilà. Si vous avez des primes, si vous progressez dans votre carrière, mais il y a une vraie... la difficulté de recrutement de la fonction publique, c'est notamment dans ma profession, celle des enseignants, c'est parce que la rémunération relative des enseignants par rapport à des gens à profession comparable s'est effondrée ces dernières décennies. Je pense que c'est un problème majeur dans notre pays. On va en parler au travers de ce petit manuel d'économie impertinente chez First Edition. C'est un livre pour tous, didactique, avec des schémas qui sont simples, des tableaux. Vous parlez au commun des mortels, finalement, avec cet ouvrage, à tous celles et ceux qui pensent que l'économie, c'est une affaire de spécialistes et que c'est rébarbatif? Alors j'ai essayé de... C'est difficile d'écrire, hein. C'est vraiment difficile d'écrire, même pour moi qui ai l'habitude. Et en fait, j'ai presque écrit ce livre à haute voix, c'est-à-dire que je me suis vraiment à chaque fois imaginé dans ma salle de cours en disant si je veux leur faire passer telle idée, comment je fais ça en 30 secondes, parce que j'aime bien que ça aille vite. Et donc, avec l'éditeur, on était d'accord sur ces petits dessins qui ont été faits en plus à la main pour certains, donc je trouve que ça rend le texte assez vivant, et montrer des causalités. Donc, on a tous différents types d'intelligence, il y a des gens qui comprennent que le texte, il y a des gens qui comprennent que les dessins, il y a des gens qui comprennent les deux. Et donc, il y a les deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a l'explication normale avec le texte pour les gens à qui ça parle. Et il y a aussi, très souvent, un petit schéma, un petit dessin qui permet de résumer et qui parlera plus à certaines lectrices ou certains lecteurs. Pourquoi le mot impertinent dans votre titre? Ça, c'est le choix de l'éditeur. Ça me va très bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que d'abord, c'est que c'est aussi un manuel très sérieux, et notamment, je reviens aux bases de la discipline, et j'explique que la croissance, il y a deux sources de la croissance, c'est le commerce, le développement des échanges, et les gains de productivité. Donc en fait, les deux moteurs de la croissance, c'est le développement des échanges et la révolution industrielle depuis 2 siècles. Donc j'explique comment tout ça se passe. Et impertinent, c'est notamment parce que j'explique ce qui est à mon avis très triste, mais qu'on commence à être de plus en plus nombreux à comprendre en France, que notre pays est le grand perdant de la construction européenne. Tout simplement... vous êtes anti-européen? Non. Non, moi je suis ni anti... Peut-être pour la sortie de la France de l'euro.
Je suis pour la sortie de la France de tout. Non, mais ce que j'explique, c'est qu'effectivement, il y a une illusion quand même européenne, notamment portée par le camp politique dont je suis le plus proche, celui de la social-démocratie, d'avoir cru, de façon très prétentieuse et très française, qu'on allait pouvoir être en concurrence totale avec des pays dont chacun sait qu'ils ont un modèle social très inférieur au nôtre, et donc des coûts de production inférieurs aux nôtres. Et on a pensé que par magie, ça allait bien se passer. Et ça s'est très On mal est perdant passé. à cause de cette concurrence fiscale et sociale Voilà. avec des pays. Mais on le voit bien quand BYD vient en Europe pour ouvrir une usine, elle l'ouvre pas en France, elle l'ouvre en Hongrie Voilà. Et pourquoi? Parce ou en que... Espagne. Ou en Espagne, voilà. Vous avez tout dit. La Hongrie, il faut voir que le niveau des salaires, c'est le tiers. C'est le tiers des nôtres, le coût du travail. Et les travailleuses et travailleurs de Hongrie sont aussi intelligents que vous et moi, aussi productifs. Et donc, il n'y a aucune raison de venir en France. Mais il n'y aurait pas eu la zone euro, BYD aurait quand même installé son usine en Hongrie. Hein. Oui, alors, c'est vrai. Mais clairement, ce que je dis moi à mes étudiantes et mes étudiants, c'est que la zone euro, c'est un seul pays économique. Et ça, on ne mesure pas ça. C'est-à-dire que quand vous êtes exactement le PDG d'une entreprise chinoise, la zone euro, c'est un seul pays. C'est-à-dire qu'il y a une circulation parfaite des marchandises, des êtres humains et surtout des capitaux. Ouais. Et donc, effectivement, c'est comme si vous compariez différentes régions de France, sauf avec des écarts de développement énormes. Et là où, quand même, pardon, ça a accéléré, et ça a été fait pour ça, l'intégration européenne, c'est que comme il n'y a pas de droit de douane, mais évidemment, les produits hongrois, ils viennent en France, il n'y a que le coût du transport, d'accord? Donc s'il n'y avait pas la zone euro, comme c'était le cas avant, quand justement la Hongrie n'était pas dans l'Union Il y européenne, aurait des droits de douane. il y aurait des droits de douane. Et donc, quand même, des droits de douane, c'est des recettes fiscales. Donc là, nous, on n'a plus ces recettes fiscales. Comme Trump, vous êtes pour les droits de douane. Je schématise, évidemment. Non, mais c'est la... Écoutez, je suis hyper à l'aise parce que depuis hier, Oui. il y a monsieur Paul Krugman, qui est un des géants de notre profession, un des plus grands prix Nobel d'économie des dernières décennies, qui a eu donc ce fameux prix de la Banque de Suède, pour son nom exact. Il a eu ce prix pour les nouvelles théories du commerce international. Et monsieur Krugman, hier, a dit qu'il était en faveur des droits de douane. Et donc, si vous voulez, si Krugman le dit, je pense que Gilles Raveau peut le dire assez tranquillement. Et l'Europe se met à être un peu moins naïve avec des droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Exactement. Il faut élargir tous ces droits de douane à tout. Mais il y aura des mesures de rétorsion. On sera frappé sur l'aéronautique, on sera frappé sur le luxe, on sera frappé sur le vin. Enfin, je veux dire. Il n'y a pas de solution évidente. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens comprennent ce qui se passe. Et le but du bouquin, c'est ça. Et je pense que, si je peux me permettre, c'est très prétentieux, mais je pense qu'un des apports principaux du livre, c'est d'expliquer que le libre-échange, c'est tous les gains sont pour le consommateur et les pertes, ce sont pour les producteurs nationaux. Et dans les producteurs, je mets, si vous voulez, ensemble les entreprises et leurs salariés. Ouais. C'est-à-dire que vous, comme moi, comme consommateurs, c'est extraordinaire, avec notre petit téléphone portable, nous pouvons mettre en concurrence toutes les entreprises du monde, acheter, voilà, mais... Et acheter moins cher. Acheter moins cher. Sauf acheter on a une double casquette, on est consommateur, on est aussi salarié. Voilà, on est aussi salarié. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes amis, et notamment aux jeunes générations qui n'en ont pas conscience. À chaque fois que je commande un truc sur certains sites chinois, eh bien, évidemment, cette demande que j'adresse à l'extérieur n'est pas adressée à une entreprise située en France. Et donc, plus je fais ça... Et on ne produit plus de textile en France, sauf... on avait le patron du slip français, Guillaume Gibault, qui vient de s'introduire en bourse d'ailleurs, mais sinon on ne fait plus de textile en France. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne fait plus, par exemple, de climatiseurs non plus. Là, on parle de climatiser les écoles. Il y a un truc qui a été totalement raté, c'est après le Covid. Il y avait un plan, comme aime bien faire notre président de la République, puis derrière, il n'y a rien qui se passe. Il y avait un plan pour améliorer la qualité de l'air, notamment dans les écoles et les hôpitaux. Et il se trouve qu'en France, on est un pays d'ingénieurs. On ne le sait pas, on est un pays d'ingénieurs. Et il y avait des jeunes gens dans plusieurs écoles qui avaient créé des startups avec des appareils extrêmement innovants et promis un avenir mondial. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il n'y a pas eu de commande publique. Le plan n'a jamais eu lieu. Quand on regarde les États-Unis et la Chine, je parle beaucoup des États-Unis et de la Chine dans mon livre, ils sont les deux grands vainqueurs de la mondialisation. En fait, ce qui est très impressionnant, quel est le point commun? C'est l'État. C'est l'État, c'est la commande publique par l'armée aux États-Unis et avec tous les mécanismes qu'on connaît à la Chine. Comment est-ce que la Chine a gagné la mondialisation? Contrôle d'échange, contrôle de sa monnaie, contrôle des investissements étrangers, subvention publique. Il n'y a pas plus... ce qui est très difficile à comprendre pour nous économistes, c'est que les Chinois ont réussi à construire un État autoritaire, presque totalitaire par certains aspects de contrôle social de la population, et au service de l'innovation. Mais la réussite de l'État chinois est complètement dingue. Et les Chinois sont dans une logique de revanche civilisationnelle vis-à-vis de nous, et ils gagnent. Et vous trouverez très facilement en ligne la traduction des textes. Les plans quinquennaux chinois, ils atteignent tous leurs objectifs depuis maintenant 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'ils ont compris il y a plus de 20 ans, je ne sais pas comment ils ont fait,
que l'avenir était que dans la voiture électrique. Personne n'y a cru en Europe, notamment les constructeurs, qu'on fait que lutter en disant Bruxelles nous impose, Bruxelles nous impose. Mais les Chinois, eux, ils se le sont imposés à eux-mêmes. Ils ont eu l'extraordinaire intelligence de dire on rattrapera jamais les Allemands dans le thermique. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que la Chine, qui était le premier acheteur de voitures allemandes, est maintenant le premier vendeur de voitures aux Allemands. Et qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne, le génie industriel européen, l'économie allemande est à l'arrêt depuis 5 ans maintenant. Le PIB allemand n'a pas augmenté depuis 5 ans. On n'en parle pas assez de ça. C'est une extraordinaire faillite du meilleur, du champion industriel européen. Et nous, on est beaucoup moins bons que les Allemands, et donc on se fait défoncer. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on tient? C'est par la dette. C'est que comme on ne produit plus assez de richesses en France et qu'on consomme, qu'est-ce qui soutient cette consommation? Quel avenir pour l'industrie française et européenne entre le marteau américain numérique et l'enclume chinoise industrielle? Ce que tout le monde a bien compris maintenant, mais on se réveille beaucoup trop tard, je conseille à tout le monde la lecture effroyable du rapport Duplan sur le rouleau compresseur chinois que j'ai donné à lire à mes étudiants cette année. Si on ne fait rien, c'est mort. Le plan nous donne ce chiffre. La moitié de l'industrie européenne est condamnée dans les situations actuelles où les Chinois sont meilleurs, moins chers et plus innovants. Ils sont là. Et meilleurs. Moi, c'est le meilleur que je trouve. C'est ça. Oui, moins cher, c'est une chose. Meilleur, oui, c'est... Ils sont moins chers. Ils sont meilleurs et ils sont déjà dans les futures révolutions à l'avenir. Par exemple, il y a un congrès mondial sur le cancer. Pour la première fois, les Chinois ont développé une molécule qu'ils ont développée de A à Z, ce qu'ils ne faisaient jamais avant. Avant, ils étaient à la fin du processus de fabrication des médicaments. Maintenant, ils tiennent tous les maillons, la recherche fondamentale. Ils ont des étudiants super forts en sciences. Enfin, la Chine est en train de tout défoncer. Donc, effectivement, le protectionnisme fait partie des solutions. Inconvénient majeur du protectionnisme, tout coûte plus cher, donc vous avez un choc sur la consommation. C'est le pari de Trump, mais si on continue, effectivement, nous, l'Europe, on va perdre de la richesse, donc le niveau de vie moyen des gens va chuter, et donc il faut, je pense, remettre de la commande publique, de la préférence d'achat local. Il va falloir trouver des solutions, mais il va falloir déjà reconnaître l'ampleur du problème. Sur le plan clim, par la climatisation, le RN propose un plan clim à 40 milliards pour équiper les Français, les hôpitaux, etc. On pense quoi de ce plan à 40 milliards pour climatiser toute la France? Ce qu'on sait surtout, c'est que sur 10 ans. Chaque jour qui passe, on perd de l'argent, mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, on laisse, par exemple, on nous laisse manger des produits dont on sait qui vont favoriser certains cancers, dans certains aliments que vous achetez. On le sait, on continue à le faire. On laisse la qualité de l'air être très mauvaise avec les véhicules thermiques. Et le fait de laisser faire tout ça, ça fait que plus tard, il va y avoir des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des gens qui vont faire des AVC, qui ne pourront plus travailler et qui vont être à la charge de la société pendant éventuellement des décennies. Et donc, c'est très difficile d'agir pour l'écologie parce que vous, comme moi, ça remet en cause toutes nos habitudes. Et donc, c'est pour ça que les gouvernements ne le font pas. Les gens, spontanément, ne votent pas pour des mesures écologiques. Mais là encore, si on était tous un peu plus intelligents, si on mettait en place un grand plan d'isolation des bâtiments, c'est ce que je propose à la fin du livre, eh ben, l'argent resterait en France. Vous voyez, je pense que l'idée qu'il faut garder, c'est qu'on est un pays riche. Le problème, c'est que notre argent, il s'en va. Et il faut que l'argent circule en France le plus possible. L'argent, il s'en va, mais il va où? Dans ce qu'on achète qui est produit à l'étranger. Par exemple, oui, vous avez des centaines de milliers de retraités qui vivent à l'étranger. Ça, je trouve ça génial. Mais on ne va pas les empêcher non plus, non? Non, on ne va pas les empêcher, mais je veux dire, d'un point de vue macroéconomique, donc ces gens-là prennent à peu près 30% des salaires, d'accord? Cet argent qui est produit en France... 30% des salaires? Hein. Oui. Les retraites au sens large? Oui, les retraites au sens large. Ouais. D'accord? Et donc ces gens-là... c'est une part infime qui vit à l'étranger. Non, c'est pas une part infime. Je vous dis, c'est des centaines de milliers de gens. C'est pas du tout... c'est pas du tout infime. Oui, c'est ça. Mais, d'accord, mais cet argent, il s'en va. Oui. Il s'en va. Vous l'avez dit, comme on ne produit plus rien en France, on n'achète que des trucs qui viennent de l'étranger. Donc on passe notre temps à prélever des impôts sur les gens qui sont en France, ou les entreprises qui sont en France, et cet argent, il s'en va. Et donc c'est ça qui est plus tenable. Les Américains, aussi, ils ont un problème de désindustrialisation, sauf qu'ils ont la tech. Voilà, c'est ça. Et évidemment, ça c'est le grand truc que tout le monde dit maintenant aujourd'hui, c'est que, alors qu'on était en avance en France, on a été très innovant, le Concorde, le Minitel, moi j'adore rappeler le Minitel, le TGV. Le TGV a enchaîné les premières mondiales dans les années 1980. Et ensuite, pour une raison pas très claire dans la profession, on n'a pas vraiment d'explication, mais dans les années 90, on rate tous les virages de l'électronique. Et on se rappelle, c'est le moment où on voit arriver les appareils photo, d'abord japonais, ensuite coréens, l'Asie du Sud-Est, ce qu'on appelait les dragons à l'époque, les nouveaux pays industrialisés. Et puis ensuite, l'informatique, on n'en parle pas. Et effectivement, si soit Google, soit Apple, soit Amazon étaient français,
eh ben, on aurait une productivité beaucoup plus élevée et on pourrait payer notre système social. C'est trop tard aujourd'hui, donc il faut Ouais, se positionner sur les prochaines révolutions, le quantique, je ne sais pas. Voilà. Et c'est là que ça se boucle mal, c'est que pour faire tout ça, eh bien, il faut investir massivement, je suis bien placé pour savoir. Je suis dans une université pauvre, abandonnée par l'État, où les conditions de travail sont indignes d'un pays comme le nôtre, et je ne vois pas de perspective d'amélioration. Et donc tant qu'on la mettra France est pas un le pays paquet... qui s'appauvrit en silence, c'est oui, ce que vous dites. Exactement. Le niveau de vie baisse. Le niveau de vie moyen des gens, notamment des gens qui travaillent, baisse. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'explication, c'est les gains de productivité. C'est ça qui fait augmenter le gâteau. Les gains de productivité depuis l'an 2000 en France, en moyenne, c'est quoi, il faut expliquer, c'est 1% par an. À produire plus. C'est tout ce qui fait que vous êtes plus efficace ou que vous vendez plus cher. C'est que c'est la productivité monétaire. L'exemple typique, c'est Microsoft. Microsoft, ils ont une productivité de malade parce que l'abonnement que vous payez à 100 € par an tous les ans, ça coûte à peu près 0 produit, ou peut-être 1 centime, vous voyez, à produire à Microsoft. Ou en tout cas, quand ils lancent la nouvelle version de Windows et toute la suite, les coûts de recherche sont les mêmes qu'ils vendent à 1000 personnes, 1 million de personnes ou à 1 milliard de personnes. Ouais. Et ce qui est chouette pour Microsoft, c'est qu'ils vendent à 1 milliard de personnes et ils font des profits de malade. Et donc, ils ont une productivité, si vous ramenez les profits divisés par le nombre d'ingénieurs de Microsoft, on a eu un exemple fou là, Samsung, la semaine dernière, qui a donné une prime de 300 000 € à chacun de leurs techniciens qui travaillent dans les plus. Voilà, ça c'est de la productivité, vous voyez. C'est ça qu'il faudrait qu'on ait, c'est ça qu'on n'a pas. Et donc, comme on n'a pas de productivité, le gâteau n'augmente pas. Et les gens qui travaillent, de ma génération, de 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris dans la figure la très forte augmentation du prix de l'immobilier. Donc, soit vous vous privez, soit vous habitez dans un logement plus petit, donc perte de bien-être. Ensuite, on a des prélèvements sociaux très importants avec une population qui vieillit. Et vous n'avez pas de perspective de croissance salariale. Et donc, c'est le grand malaise de la classe moyenne française dont on voit le résultat politique actuellement. La France de 2025 est marquée par la fuite des grandes entreprises et des capitaux français qui investissent partout dans le monde, sauf chez nous. Oui, c'est ça. C'est ce que vous écrivez. Il y a par exemple, donc moi j'enseigne dans un institut d'études européennes. C'est bien qu'on ait des grandes multinationales françaises qui nous représentent. Non, mais tout est bien. Mais encore une fois, il n'y a pas de cohérence, si vous voulez, entre le niveau de vie que nous souhaitons avoir et la richesse qui est produite en France. Voilà. Il y a un miracle polonais. La Pologne, 5% de croissance par an depuis 20 ans. C'est du rattrapage, on va dire. C'est du rattrapage. Mais il y a une partie des usines qui sont en Pologne qui auraient pu être en France. La Pologne est moins chère que nous. La Pologne est bénéficiaire nette du budget de l'Union européenne. Nous sommes contributeurs nets. Et le PIB par habitant polonais va nous rattraper dans quelques années l'Irlande, qui était le pays par habitant de loin le plus pauvre lorsque l'Irlande rentre dans la communauté économique européenne dans les années 70. Aujourd'hui, vous allez en Irlande, bon courage pour vous payer une pizza au restaurant. Elle est plus chère qu'à Paris. Le niveau de vie des Irlandais est bien plus élevé que le nôtre. Et donc l'Europe, si on en est là, c'est à cause de la construction européenne? Non, c'est un facteur parmi d'autres, mais simplement, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que j'arrive à des résultats, si vous voulez, iconoclastes, mais qui sont totalement cohérents avec les enseignements les plus basiques de ma discipline depuis Adam Smith. C'est que, encore une fois, c'est très facile à comprendre. Vous êtes une zone économique unifiée, vous êtes en concurrence avec des gens qui sont tous nettement moins chers que vous. Eh ben, la dynamique des investissements ne va pas vous être favorable. Et donc maintenant, on se réveille avec une sorte de gueule de bois, mais c'était écrit. Vous êtes ministre de l'économie, vous faites quoi? Les 3 mesures que vous faites, que vous appliquez à la France pour redresser la barre? Sachant qu'il y a la question aussi des déficits et de la dette dont on n'a pas parlé. Alors, première mesure, une vaste démocratisation des entreprises, un partage du pouvoir dans les entreprises au modèle allemand. Deuxième donc, cogestion avec les syndicats? Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Voilà. Deuxième mesure, un énorme plan de prévention pour la santé. Nos gamins sont obèses, on ne bouge plus, etc. Donc ça, c'est pas possible. Il faut des trucs à la japonaise, la gymnastique le matin obligatoire, donc un truc bien autoritaire qui sera bien apprécié des Français. J'ai vu d'ailleurs que c'était ce que Édouard Philippe proposait dans son interview hier. Aux Échos. Et troisième mesure, oui, l'isolation des bâtiments, un plan massif de transport en commun pour aider le plus de gens possible à se débarrasser de leur voiture ou de leur deuxième voiture, et un plan de transition écologique. Ouais. Bon, et ce plan, j'ai pas eu ma réponse sur ce plan à 40 milliards d'euros du RN pour climatiser la France sur 10 ans, on en pense quoi? Encore une fois... Écoles, hôpitaux, bâtiments, des crédits d'impôt pour les Français. On sait que la climatisation, ça n'est pas optimal, on sait que c'est nécessaire dans les écoles. Moi, par exemple, Emmanuel Macron, entre l'entre-deux tours, la dernière élection présidentielle, nous avait dit le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Il avait notamment promis
de rendre les écoles toutes fraîches, etc. Ça, par exemple, c'est une priorité absolue. Il y a des écoles primaires partout en France. Il faut que ça soit des lieux de refuge. Donc, il faut que les gamins puissent travailler sereinement, que les personnels puissent travailler sereinement. Et il faut évidemment que ces bâtiments qui soient frais d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne vais pas vous dire s'il faut planter des arbres, mettre de la clim ou faire pousser, j'en sais rien, mettre des trucs en bois. Bon, voilà. Soyons innovants. Et qu'en juillet, en août, ces bâtiments restent ouverts pour les personnes malades, les personnes seules, etc. Et en plus, ça montrera aux gens que leur impôt sert à quelque chose et leur sauve un peu la peau quand il fera 45 degrés l'été, quoi. Le petit manuel d'économie impertinente, c'est à lire. C'est signé Gilles Raveau, professeur d'économie à Paris 8, aux éditions First. À lire donc. Merci à vous. Merci À beaucoup. bientôt.